santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Premier conseil des ministres du second semestre de 2021 ce mercredi. Les travaux présidés par le chef de l'État ont porté essentiellement sur le bilan des différents projets en cours d'exécution conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et les stratégies également mises en place pour soutenir l'économie nationale en cette période pandémique. À suivre dans ce journal. Et puis la coordination nationale de riposte contre la Covid justement appelle les Togolais à une prise de conscience et au respect des mesures édictées par le gouvernement à l'heure où les cas positifs ne cessent de croître dans notre pays. Voilà donc pour les titres. C'est sous la présidence du chef de l'État Forest Zimna Zingbe que s'est tenu ce mercredi le Conseil des ministres, le premier du second semestre de 2021. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 5 communications. Le compte rendu avec le ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayoadan. Communiqué du Conseil des ministres du 11 août 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 11 août 2021, sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 5 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo. L'examen de ce texte va se poursuivre lors des prochaines réunions du Conseil des ministres. Au titre des projets de décret, le Conseil a étudié en première lecture le projet de décret portant attribution et fonctionnement du guichet unique du secteur maritime. Le présent texte sera enrichi et affiné afin d'être examiné en seconde lecture en vue de son adoption. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret fixant les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de l'État dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI. Dans sa volonté de nouer des partenariats avec le secteur privé pour accélérer la croissance économique, le gouvernement a engagé un processus de cession d'une partie de ses actions dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie. C'est dans ce cadre que, conformément aux dispositions légales, une commission d'évaluation des privatisations, COMEP, a été mise en place afin de procéder à l'évaluation de la dite société, de donner son avis sur le projet de cession et de proposer le juste prix. Le présent décret permet la poursuite du processus de cession d'une partie des actions détenues par l'État à la société de droit togolais IB Holding. Cette société a été retenue sur les 5 soumissionnaires à l'issue de l'appel d'offres ouvert à cet effet. Pour mémoire, près d'une centaine d'investisseurs avaient exprimé leur intérêt quant à la privatisation de la BTCI. Dans la conduite de ce processus de privatisation, qui devra assurément favoriser la contribution du système bancaire au financement de l'économie nationale, le gouvernement, qui conserve 10% du capital, veillera à la préservation des intérêts des employés ainsi qu'à la consolidation du système financier. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la situation sanitaire et à la stratégie vaccinale présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Notre pays connaît un nouveau pic de contamination depuis juin 2021, avec une moyenne de plus de 100 nouveaux cas journaliers. Les analyses montrent que l'observation des gestes barrières et la vaccination restent les seuls moyens
de prévention contre la maladie. En effet, les 35 des 36 décès enregistrés depuis le 1er juin 2021 sont survenus chez des personnes non vaccinées. La campagne de vaccination va donc s'intensifier avec la réception de 117 600 doses du vaccin Johnson & Johnson et celle prochaine de nouvelles doses. Le Conseil lance à nouveau un appel à la population pour qu'elle intensifie son adhésion à la campagne de vaccination afin de permettre à notre pays d'atteindre au plus vite l'immunité collective. Le Conseil a ensuite écouté 3 communications présentées par le ministre de l'Économie et des Finances portant respectivement sur la conjoncture économique, l'exécution du budget de l'État et le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2022-2024. Dans un contexte mondial marqué par une reprise globale des activités, la conjoncture économique nationale au premier trimestre 2021, comparée à la même période de 2020, est essentiellement caractérisée par une hausse des activités dans les différents secteurs de l'économie, à l'exception du transport aérien. Également, la situation du financement de l'économie togolaise s'est légèrement améliorée à fin mars 2021 par rapport à un an plus tôt. Selon les prévisions, cette tendance devrait se confirmer au deuxième semestre avec la poursuite de la mise en œuvre des activités de la feuille de route gouvernementale et des bons résultats enregistrés dans le cadre de la riposte contre la pandémie à la COVID-19. Parallèlement, l'analyse de l'exécution du budget révèle une bonne performance en matière de mobilisation des ressources, 52% par rapport aux prévisions, et un taux d'exécution de 39,5%, marqué par une sous-performance en matière de dépenses d'investissement public. Ce constat vient confirmer la nécessité d'optimiser le processus de planification des investissements publics, tel que cela a été rappelé lors du séminaire gouvernemental et de l'atelier réunissant les hauts cadres de l'administration sur le programme d'investissement public PIP. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a saisi cette occasion pour interpeller les ministres sur la nécessité de prendre des mesures diligentes afin d'améliorer l'exécution des dépenses d'investissement. Enfin, et dans le but de préparer le débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024 a été validé par le Conseil des ministres. À travers ce document, qui prend appui sur les éléments précédemment présentés, le gouvernement réaffirme ainsi son attachement à une amélioration de la performance dans la gestion des finances publiques et à une gouvernance économique efficiente. Le Conseil a enfin écouté une communication sur le processus d'étude des projets de décret relatifs au transport des marchandises et des déchets dangereux, présenté par le ministre de l'Économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière. Tenant compte de la nécessité de réglementer ces deux matières et dans le but de préserver les populations contre les impacts négatifs de la gestion des marchandises et des déchets dangereux, la communication visait à requérir l'autorisation du Conseil afin de présenter les décrets relatifs à leur réglementation. Au titre des divers, le ministre chargé de la Santé a rendu compte au Conseil de l'organisation de la 71e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé dans notre pays du 24 au 26 août 2021. Cette réunion se tiendra en mode virtuel et rassemblera l'ensemble des ministres de la Santé de 47 pays africains. Le choix de notre pays est une reconnaissance de l'engagement du Togo à lutter efficacement contre l'ensemble des problématiques posées par ce secteur, notamment la gestion de la riposte contre la pandémie à la COVID-19. Fait à Lomé le 11 août 2021, le Conseil des ministres.
Et dans le contexte de la Covid-19, les économies des pays du monde souffrent. L'économie des pays du monde souffre et le Togo n'en fait pas exception. Néanmoins, le pays s'en sort grâce à des choix judicieux, lesquels le ministre de la Communication a répondu à la question posée par un journaliste. Je vous en propose un extrait. Je vais vous dire très simplement, le Togo se porte bien. Si l'on s'en tient aux indicateurs économiques, aujourd'hui, notre pays se porte bien. Il se porte bien tout simplement dans la trajectoire que nous avons relativement à l'environnement global, à l'environnement mondial. Depuis le début de la pandémie, on a observé une légère récession des différentes économies et notre pays aussi a été impacté, moins que beaucoup d'ailleurs. En témoigne le niveau de récession que nous avons ressenti. Et les raisons pour lesquelles notre pays a mieux résisté sont très simples. Lorsqu'il y a crise, les réactions des individus au plan économique consistent plutôt soit à épargner ou en tout cas à ne pas investir. Mais notre pays a fait un choix différent, a fait le choix d'investir au moment où l'on était dans la difficulté, ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus résilients, de mieux amortir les chocs qui sont ressentis un peu partout autour de nous. Donc, nous avançons bien, les prévisions sont plutôt optimistes. Donc, le niveau de mobilisation des recettes, d'ailleurs, permet de corroborer cette affirmation. On est à 52% de mobilisation des recettes. Donc, c'est un taux qui est encourageant et qui permet de voir l'avenir avec un peu plus de confiance. Et vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse qui a suivi le communiqué du Conseil des ministres à la fin de cette édition. Demain 12 août sera célébrée la Journée internationale de la jeunesse. À la veille, la ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes invite la jeunesse togolaise à être au cœur des transformations du système alimentaire pour une création d'emplois. Thème justement de cette année. Le décryptage avec Ekwi Salah. Les jeunes constituent à la fois une force inestimable pour le Togo, mais aussi un véritable défi. Défi en termes d'emploi et d'employabilité que le gouvernement essaie de relever depuis à travers divers mécanismes. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants. Dans sa nouvelle vision, le gouvernement veut miser sur les innovations de sa jeunesse pour transformer son système alimentaire. Le gouvernement œuvre pour donner les moyens aux jeunes en vue de promouvoir leur participation à la création d'un secteur de l'entrepreneuriat agricole dynamique. Ceci à travers la mise en place des investissements et des leviers efficaces pour développer les systèmes agroalimentaires durables. Le but étant d'assurer la production d'une vaste gamme d'aliments nutritifs, culturellement adaptés, sains, de qualité, en quantité suffisante et à des prix abordables pour satisfaire durablement les besoins alimentaires des populations. Les projets tels que le paillage SP, les agropoles ou encore la plateforme industrielle d'Adeti Copé répondent à la vision du Togo consistant à tirer pleinement profit du fort potentiel du secteur agricole pour favoriser l'émergence de systèmes agroalimentaires durables et créateurs d'emplois. Et pour l'émergence du secteur agricole, les jeunes Togolais jouent déjà leur partition. Ils sont aujourd'hui des milliers dans les chaînes de valeur agricole. Pas assez, selon la ministre Myriam Dossou d'Almeida. Elle veut les voir plus dynamiques, ingénieux et créateurs dans le secteur. Par le biais des programmes d'innovation et des solutions entrepreneuriales des jeunes, fortement promus par le gouvernement et les partenaires, le Togo œuvre à la création des conditions optimales permettant aux jeunes de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Nous devons être plus que jamais conscients que notre succès reste tributaire d'une participation significative des jeunes à tous les niveaux. Nous avons besoin de leur dynamisme, de leur ingéniosité et de leur imagination pour nous offrir des solutions innovantes à la taille des enjeux. Cela ne peut être possible qu'avec des jeunes en bonne santé,
Myriam Dossou d'Almeida a saisi l'occasion pour les exhorter au respect des mesures barrières et à se faire massivement vacciner contre le Covid-19. Rendez-vous donc demain pour la célébration officielle de la journée. Et ce sera donc du côté de la Maison des Jeunes d'Amanda Romé. Au programme des conférences débats autour des problématiques liées à la jeunesse. 20 associations lauréates du concours d'appel à projet 2021 se recevront également leur chèque. Et plusieurs mécanismes sont mis en place pour accompagner cette jeunesse. La ministre l'a rappelé, accompagner la jeunesse à travers les secteurs porteurs. Et les résultats sont satisfaisants. Intéressons-nous ce soir au projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, le PAEGSP. Le mécanisme, en quelques années, a boosté par exemple la production du soja biologique. Les bénéficiaires en témoignent. Les détails dans ce sujet réalisé par Ulrich Amega. Il y a quelques années déjà, la filière soja bio a le vent en poupe au Togo. En 2019, le pays a occupé le 14e rang au monde, le 3e en Afrique et le 1er en Afrique de l'Ouest en matière d'exportation du soja bio. Des résultats rendus possibles grâce à l'accompagnement du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEGSP. L'une des sociétés de production et de transformation du soja bio, bénéficiaire de cet appui depuis 2018, en témoigne. Grâce aux appuis du PAEGSP, nous avons les ressources au niveau producteur, tout comme au niveau du projet même. On avait commencé très petit. Aujourd'hui, nous sommes à un effectif un peu élevé. Nous avoisinons près de 50 personnes en employés permanents. On était à près de 1200 hectares l'année. Mais quand on a croisé PAEGSP qui a commencé par investir à la base, c'est-à-dire chez les producteurs, aujourd'hui nous sommes passés à 4350 hectares. Donc nous avons près de 179% d'augmentation des superficies au sein de SAM. Les producteurs aussi, de 1500 et quelques producteurs, aujourd'hui nous sommes à près de 4000 producteurs avec qui nous collaborons. No dene mia otua fene mi le banque yelo enna be mi acha mi magbomo dodo mi la pegata dono gbogbo to ale ine jiruru. Une chose est de produire, une autre est de pouvoir créer les conditions de conservation et de conditionnement du soja bio. La jonction de croissance agricole du Togo JICAT, basée à Tapamé, en a fait une priorité. L'un des indicateurs de changement que nous avons eu depuis la collaboration avec PAEGSP, c'est la construction d'un grand magasin. Et un grand magasin de 6000 tonnes de soja biologique, parce que les producteurs vont produire et vont stocker dans les magasins de village. Le PAEGSP, arrivé en 2017, a su diagnostiquer cette contrainte et a monté notre plan d'affaires avec nous. Elles sont donc nombreuses à ce jour à bénéficier de ces différents accompagnements du PAEGSP, comme la société Agrocom, basée à Lomé. Et l'autre est spécialisée dans la transformation du soja bio en tourteau, destiné à l'exportation et en huile pour la consommation locale. Nous avons commencé cette entreprise depuis 2012 avec une capacité de transformation de 300 tonnes par an. Et en 2017, avec l'accompagnement du PAEGSP, nous sommes passés à une capacité de production, de transformation et d'exportation de 7000 tonnes. Pour 2021, nous comptons aller à une production de 10 000 tonnes de graines et une transformation d'à peu près 50% de cette production. La petite moyenne entreprise ou la petite moyenne industrie qui est sélectionnée par le PAEGSP reçoit 2 types d'appuis. Au rang des appuis non financiers, il y a l'organisation de l'atelier de cartographie des acteurs et l'analyse des systèmes de marché qui permet de mieux structurer la chaîne de valeur, qui permet d'identifier les opportunités d'emploi pour les jeunes. Il y a la mise en relation de la PME avec les primo-entrepreneurs sélectionnés, l'appui à l'élaboration des plans d'affaires, l'appui à la signature des contrats, le développement des marchés à travers la participation des PME aux foires, salons et marchés internationaux ou nationaux qui sont organisés. Au total, 9 structures sont accompagnées par le PAEGSP dans la chaîne de valeur du soja biologique avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. De quoi stimuler les bénéficiaires
à miser gros pour plus de résultats. Et ces jeunes sont également à la tête des entreprises, à la tête d'entreprises. Eh bien, la NPGF les accompagne à travers le concept du mercredi de l'entrepreneur. Ce mercredi, il était question de gestion des contrats d'approvisionnement et de vente des PME. Voyons cela avec Brice Dadja et Sandra Aziabé. Une entreprise, c'est la relation avec ses clients. C'est également le lien avec ses fournisseurs. Une relation qu'il faut construire dans le temps et dans la durée. Comment maintenir cette relation? Lors du mercredi de l'entrepreneur du mois dernier, nous avons donné aux entreprises les instruments nécessaires pour pouvoir rencontrer la clientèle, la fidéliser et aussi se faire connaître par le biais des réseaux sociaux et du web marketing notamment. Notre souhait est de continuer dans cette lancée-là en donnant aux entreprises les instruments nécessaires pour pouvoir rédiger un contrat, formaliser un contrat avec ces entreprises et ces partenaires que les PME ont eu à rencontrer lors de leur publicité, lors de leur action marketing. Alors il s'agira de donner aux PME les éléments pour formaliser des contrats gagnant-gagnant pour leur permettre de pouvoir développer leur activité. La NPGF part sur un constat. La crise Covid est déjà en soi une grosse difficulté. Perte d'activité, rupture de contrat, difficulté d'approvisionnement. Ce 8e numéro webinaire tente donc d'apporter des solutions à la carte. Ça passe par la formation. La Cour des comptes a relevé des irrégularités dans la gestion des collectivités locales de la région centrale. Et pour corriger le tir, la Cour organise donc une formation à l'intention justement des acteurs de ces collectivités locales. Le point dans la région centrale avec Désiré Aloy. La Cour des comptes, face aux acteurs de gestion des collectivités locales, préfets, maires, leurs comptables et régisseurs pour redresser la barre par un renforcement des capacités. Dans leur fonctionnement, la gestion budgétaire et la reddition des comptes ne riment pas avec les attentes de la Cour pour cadrer avec la bonne gouvernance. La Cour des comptes, dans sa prérogative, a relevé des manquements, des irrégularités constatées dans la gestion financière. L'absence de bonnes pratiques de gestion, l'une des causes. Il faut alors passer à la sensibilisation. On va leur donner les outils en matière d'élaboration, en matière de reddition des comptes et tout ce qu'ils doivent pouvoir, s'ils ont des difficultés, on discute avec eux parce que c'est l'andragogie. C'est-à-dire nous sommes partis maintenant, après 2 ans de gestion des collectivités territoriales, les difficultés qu'ils ont, on va les échanger. Et s'il y a des tests à prendre, nous allons faire des référés au gouvernement pour que ces tests soient pris afin d'améliorer la gestion pour le bien de nous tous. Des finances publiques bien gérées, surtout au plan local, ça contribue au développement national aussi. Par rapport donc aux anomalies relevées, la Cour des comptes forme les ordonnateurs, comptables et régisseurs bien outillés. Ils joueront plus efficacement leur rôle dans la gestion budgétaire au niveau de leur collectivité afin d'impulser la dynamique de développement intégral et inclusif. Le rôle de la Cour, c'est de contrôler l'utilisation de l'argent public et de rendre compte aux citoyens. Vous savez que les communes sont passées de 36 à 117 et les maires ne sont pas tous outillés et viennent d'horizons divers. Certains ne sont pas préparés à ces missions. Voilà pourquoi nous voulons leur rappeler les missions de la Cour. Et ces missions de la Cour, c'est à travers les formations, l'élaboration du budget, comment l'exécuter et qui doit l'exécuter, que l'ordonnateur ne se mixe pas dans les fonctions du comptable. Les collectivités locales, par ces sessions de sensibilisation et de formation, vont découvrir et connaître davantage la Cour des comptes dans sa mission et seront désormais leurs responsabilités face à l'institution dans l'objectif d'imprimer une bonne collaboration dans la gestion des deniers publics. La coordination nationale de la gestion contre la Covid-19, la gestion de la riposte donc contre la Covid-19 tire la sonnette d'alarme ce mercredi. L'heure est grave. Les cas de contamination ne cessent de grimper. Il urge pour les Togolais de se vacciner et de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Nous reviendrons en détail sur le point de presse qui a été animé pour la première fois ce mercredi au CHR de Lomé Commune dans nos prochaines éditions. Et parlons toujours de la crise sanitaire. Je vous donne lecture de ce communiqué du gouvernement.
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la pandémie à la COVID-19 et particulièrement de la stratégie vaccinale, le Togo a commandé 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson. Un premier lot de 117 600 doses de ce vaccin a été réceptionné le 5 août dernier. Ce premier lot sera déployé dans le Grand Lomé à compter du lundi 16 août 2021. Il sera administré aux personnes âgées de 20 ans et plus et n'ayant reçu jusqu'alors aucun autre vaccin contre la COVID-19. Le Johnson & Johnson est attribué en une seule dose de 0,5 ml par voie intramusculaire. Toute personne désireuse de se faire vacciner doit se faire enrôler en composant le numéro suivant, étoile 844 dièse, ou en se rendant sur le www.vaccin.covid19.gouv.tg pour se faire enregistrer et se rendre ensuite dans un centre de santé. Le gouvernement rassure toutes les personnes en attente de leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca que les dispositions sont prises pour l'acquisition et l'acheminement d'un lot de ce vaccin. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination dans le Grand Lomé destinée à accélérer l'atteinte de l'immunité collective dans notre pays. Fête à Lomé le 11 août 2021, le gouvernement. Et je vous donne justement la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo à ce jour du mercredi 11 août 2021. Le nombre de cas confirmés est de 17 239. 135 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 165. 130 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1912 et le nombre de décès est de 162. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier chez une personne non vaccinée porteuse de comorbidité. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et la situation est encore plus critique en Martinique et en Guadeloupe. Un confinement renforcé est instauré sur les deux îles. Les touristes sont appelés à partir. La situation est chaotique selon les sources sanitaires et on parle même de familles entières décimées. Retour en page nationale et je vous propose à présent de suivre l'intégralité du point de presse conseil des ministres donc de ce mercredi. Le point de presse a été animé donc par le porte-parole du gouvernement, ministre en charge de la communication, professeur Akoda Ayouada. Au cours de ce conseil, vous avez discuté des procédures et du prix pouvant permettre à l'État de céder une partie de ses actions dans les capitales sociales de la BTCI. Nous voudrions savoir ce qui a motivé profondément cette initiative. Le Conseil des ministres a adopté un décret qui acte la cession de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie à un partenaire stratégique. Alors, il s'agit du fruit d'un long processus. Depuis 2018, l'Assemblée nationale avait autorisé le gouvernement à procéder à la privatisation de deux banques, notamment la BTCI et l'UTB. Et ce processus a engagé un certain nombre d'investisseurs étrangers, de partenaires stratégiques, pour permettre leur entrée dans l'activité bancaire sur notre territoire. Vous savez, le Togo ambitionne depuis quelques années à devenir un hub financier. Alors, ce qui a motivé ce choix, c'est tout simplement la volonté du gouvernement de permettre aux différentes entités bancaires sur la place de pouvoir être dans la concurrence avec les grandes places financières de la sous-région et voire du monde. La BTCI était confrontée à des défis, à de nouveaux défis, et il lui fallait un renforcement pour que cette banque puisse faire face aux défis nouveaux.
Vous savez, il n'est pas toujours facile de laisser partir les bijoux de famille. La BTCI est une banque historique, mais face aux exigences de l'heure, il s'imposait de procéder à cette privatisation. Ma question va dans le même sens. Alors, les employés de la BTCI deviennent quoi? Et puis, quelles sont les mesures prises par le gouvernement au cas où le cahier de charge n'est pas respecté? Le processus de privatisation a démarré depuis quelques années et la durée de ce processus est justifiée par le niveau d'exigence de l'État quant aux partenaires stratégiques à accepter ou à faire venir dans le capital social. Et l'État a veillé dans ce processus à conserver 10% du capital social pour avoir son œil dans la gestion de la banque à venir. La question des salariés est une question importante, est une question qui est primordiale pour l'État en tout cas. En général, lors de ce type de session, il y a des mouvements des salariés et l'État veillera sur la base du nouveau code qui a été adopté, sur la base également des tractations qui ont déjà eu lieu avec le partenaire stratégique. L'État veillera à ce que les intérêts des employés, les intérêts des salariés actuels soient préservés. Vous savez, le partenaire en question n'est pas un étranger, c'est IB Holding qui aujourd'hui a déjà démontré à travers des filiales qui existent au Burkina Faso, IB Bank, et pareillement à Djibouti, a démontré sa capacité à mener à bien ce type d'opération et également son assise financière pour pouvoir conduire ce type d'opération. Moi, c'est Fana Kadouasso du journal Libération. Et ma question porte sur la situation sanitaire et la stratégie vaccinale. Depuis un certain moment, on note une hausse des cas de contamination à la COVID-19. Je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie cette flambée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce la sensibilisation? Sur la flambée, je pense que je n'informe personne ici lorsque je dis que l'observation des mesures barrières a drastiquement baissé, voire disparu de notre quotidien. Je n'informe personne ici si je dis que nous ne respectons plus les règles élémentaires que nous-mêmes nous nous étions fixées au démarrage de cette pandémie qui nous ont permis jusqu'ici d'être assez résilients face à cette pandémie. Donc au fond, la sensibilisation, elle s'est poursuivie pendant de très longs mois, à un moment où certains de nos concitoyens considéraient même qu'il y avait trop de sensibilisation. C'est vous dire, il est vrai que sur les médias depuis une semaine, vous avez sans doute noté que l'on a arrêté un certain nombre d'émissions pour recalibrer la sensibilisation au regard de la donne actuelle. Mais au fond, si on a cette flambée, les facteurs sont connus. Relâchement au niveau des mesures barrières. Les vacances ont entraîné un mouvement dans les préfectures, mouvement de personnes. L'on a parlé d'un variant Delta. Aujourd'hui, pour le moment, nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de corroborer l'existence de ce variant-là dans notre pays. Mais il est clair que nous avons tout simplement baissé la garde et c'est le moment peut-être de se ressaisir et de reprendre les recettes très simples qui nous ont permis jusqu'alors d'être assez résilients. La campagne vaccinale se poursuit. Nous avons reçu récemment des doses de Johnson & Johnson et le Togo a commandé, et c'est très important de le souligner, il y a deux types, on va dire, de canaux par lesquels les vaccins arrivent. Il y a des dotations par des dons, par l'initiative COVAX, mais le Togo a commandé 4 millions de doses de Johnson & Johnson. Ce qui veut dire que nous aurons une certaine autonomie dans la réception et dans l'administration de ces vaccins-là. Le premier lot qui est arrivé va nous permettre de booster à nouveau notre campagne vaccinale pour espérer avancer dans l'éradication de cette pandémie. Monsieur le ministre, sur le sujet, nous savons tous que les efforts du gouvernement ont permis au pays d'acquérir 4 types de vaccins que vous venez d'énumérer, AstraZeneca, le Pfizer, Johnson & Johnson et puis le Sinovac. Mais aujourd'hui, la population adhère plus ou moins à la vaccination.
Sauf que le pass sanitaire n'est pas validé dans la zone européenne. Qu'est-ce qui se passe réellement et quelles sont les actions que vous entreprenez pour que la libre circulation à travers notre pass sanitaire soit possible? Sur ce point, je pense qu'il y a peut-être une asymétrie d'information parce que le pass sanitaire togolais est reconnu en Europe. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a véritablement pas d'ambiguïté. C'est vrai, il y a eu une discussion autour de la reconnaissance du pass sanitaire à l'entrée du Togo, mais pas à l'extérieur. Mais cette situation a été corrigée par une note qui a été diffusée par le ministère des Affaires étrangères. Donc, je voudrais vous rassurer là-dessus, le pass sanitaire togolais est reconnu à l'étranger, notamment dans l'espace Schengen, sans difficulté. Alors, les docteurs disent souvent pour avoir l'immunité collective, il faut vacciner au moins 60% de la population. À ce jour, où en sommes-nous? Sur les chiffres que nous avons, si nous prenons les Togolais qui ont reçu une première dose, on est à 4%. Si nous prenons ceux qui ont reçu les 2 doses, on est à 2%. Mais on peut élargir l'analyse parce qu'au départ, il était question de stratégie. Et la stratégie, c'était de rechercher l'immunité également dans des groupes cibles. C'est pour cela, par exemple, qu'au départ, on a privilégié les médecins, ensuite les forces armées, les personnes de plus de 50 ans avec des comorbidités, etc. Si je prends par exemple le groupe cible des médecins, on est à 95%. Donc, pour répondre simplement à votre question, première dose, on est à 4%, deuxième dose, on est à 2%. Seulement, il y a ces particularismes qu'il ne faut pas perdre de vue. Je suis Charlotte Guézéré de Divo Télévision. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, madame. Ma question porte sur l'une des communications lues en Conseil des ministres ce matin, le transport des marchandises et déchets dangereux. Quelles sont quelques-unes de ces marchandises considérées de dangereuses et pourquoi le Togo se montre-t-il prévoyant sur la question de leur transport sur ses côtes? Il y a une liste très longue de marchandises dangereuses, mais je vais vous en citer quelques-unes. Lorsqu'on prend par exemple l'acide chlorhydrique, c'est une marchandise dangereuse. Lorsqu'on prend par exemple les engrais, ce sont des marchandises dangereuses, les batteries, les piles. Donc ce sont des marchandises spécifiques dont le transport obéit à des normes particulières. Je vais prendre un exemple. Il y a eu très récemment, coup sur coup, un certain nombre de catastrophes dans certains ports. Je vais prendre le port de Beyrouth, par exemple, sur des marchandises qui sont considérées comme des marchandises dangereuses. Donc, parce que ces marchandises sont spécifiques et que leur transport et stockage est normalisé, il faut absolument encadrer ce type d'activité. Il est vrai qu'il y a des normes internationales qui encadrent déjà le transport et le stockage de ces marchandises. Donc, les textes que nous souhaitons prendre aujourd'hui ont pour vocation notamment à opérationnaliser ces normes internationales et également à proposer un cadre national beaucoup plus carré pour encadrer le transport et le stockage de ces marchandises particulières. Pour nous, vous savez, lorsque vous faites le transport de ces marchandises et qu'il y a un accident, par exemple, les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue environnemental, d'un point de vue même de l'intégrité des personnes qui peuvent être tout près de ces marchandises, ce qui fait qu'il y a véritablement une nécessité à procéder à cet encadrement. Au cours du Conseil des ministres, vous avez fait cas de la conjoncture économique. Dites-nous comment se porte le Togo économiquement. Je vais vous dire très simplement, le Togo se porte bien. Si l'on s'en tient aux indicateurs économiques, aujourd'hui, notre pays se porte bien. Il se porte bien tout simplement dans la trajectoire que nous avons relativement à l'environnement global, à l'environnement mondial. Depuis le début de la pandémie, on a observé une légère récession des différentes économies et notre pays aussi a été impacté, moins que beaucoup d'ailleurs. En témoigne le niveau de récession que nous avons ressenti. Et les raisons pour lesquelles notre pays a mieux résisté sont très simples. Lorsqu'il y a crise, les réactions
des individus au plan économique consiste plutôt soit à épargner ou en tout cas à ne pas investir. Mais notre pays a fait un choix différent, a fait le choix d'investir au moment où l'on était dans la difficulté, ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus résilients, de mieux amortir les chocs qui sont ressentis un peu partout autour de nous. Donc, nous avançons bien, les prévisions sont plutôt optimistes. Donc, le niveau de mobilisation des recettes, d'ailleurs, permet de corroborer cette affirmation. On est à 52% de mobilisation des recettes. Donc, c'est un taux qui est encourageant et qui permet de voir l'avenir avec un peu plus de confiance. Et pour terminer, le ministre des Armées convoque le personnel des forces armées togolaises admis à la retraite et ayant souscrit ou désireux de souscrire à la réserve opérationnelle résidant à Lomé et ses environs pour une formation. La formation se déroulera donc au nouveau mess de l'état-major général des forces armées togolaises, dans l'enceinte du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra. Ce sera le vendredi 13 août 2021 à 9h. Il est rappelé aux participants de se conformer aux mesures barrières en vigueur et vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. C'est un communiqué donc du ministre des Armées et Sozimna Marguerite Nyakade. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.